8h10, bienvenue à tous dans la matinale RCF. Les Calédoniens se sont donc rendus en masse aux urnes dimanche. Plus de 84% du corps électoral s'est ainsi déplacé pour ce référendum. Et à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Ils ont répondu non à plus de 56%. Alain Chrisnart, bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire et depuis plus de 30 ans, vous avez accompagné pour l'État français le processus d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez entre autres été haut commissaire en Nouvelle-Calédonie de 1991 à 1994 et l'on vous doit aussi entre autres le préambule de l'accord de Nouméa en 1998. Alain Chrisnart, une participation massive, un résultat bien tranché, ce scrutin est-il un succès ? Vous avez levé les yeux au ciel quand j'ai dit un résultat bien tranché. Oui, enfin d'abord c'est un succès pour la démocratie, puisqu'il y a eu, vous l'avez dit, 80% de participation, qu'il n'y a pas eu d'incident avant et pendant le scrutin, donc ça, de ce point de vue, c'est un succès. Le résultat est bien tranché, il est tranché de deux manières. Du point de vue démocratique, en effet, 56%, c'est une majorité large, mais il est aussi tranché en ce qui concerne les communautés, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays où il y a des communautés. D'ailleurs, la Constitution et l'accord de Nouméa reconnaissent un peuple kanak. Donc, on est bien obligé de constater que au moins 80%, sinon 85%, des Kanaks ont voté pour l'indépendance et que très peu de non-Kanaks ont voté pour l'indépendance. Donc ça reste un vote très clivé. Et d'ailleurs, un de vos confrères titre déception chez les vainqueurs, satisfaction chez les vaincus. Les sondages et les espérances de ceux qui prônaient le maintien dans la République, c'était un clivage beaucoup plus net, ce qui fait que la perspective d'un éventuel autre scrutin prévu par l'accord de Nouméa n'est plus maintenant à écarter totalement. Finalement, rien n'a bougé. Les Kanaks sont toujours majoritairement favorables à l'indépendance et ce qu'on appelle les Caldoches, toujours favorables à rester au sein de la France. Oui, alors il n'y a pas d'ailleurs que les Kanaks et les Caldoches. Il faut bien voir qu'à eux deux, ils représentent à peu près 80% de la population. Il y a aussi des Océaniens, des Wallisiens, des Futuniens, des Tahitiens, des Asiatiques, toute catégorie de population qui sont venus pour travailler dans le nickel. Il y a aussi dans ce pays un enjeu démographique et migratoire, parce que en 56, les Kanaks étaient encore majoritaires dans la population. Avec le boom du nickel des années 60, ils sont passés sous la barre des 50%, et avec les années 2010, ils sont passés sous la barre des 40%. Donc il y a aussi une inquiétude forte de devenir une petite minorité protégée, comme c'est le cas des Maoris en Nouvelle-Zélande ou des aborigènes en Australie. Ce qui est assez remarquable aussi, alors là aussi, c'est satisfaisant d'un point de vue démocratique. Et sur le partage des communautés, ça reste très clivant. C'est que les jeunes, dont on disait beaucoup qui s'abstenaient, ont voté en masse, et notamment les jeunes Kanaks, dans un vote qui est assez identitaire. Voilà. Donc ça ne veut pas dire, si vous voulez, que ces deux communautés sont irréconciliables, qu'on ne peut pas trouver un compromis, mais enfin, c'est très clivant. Aujourd'hui, Alain Chrisnart, est-ce qu'on peut parler d'un peuple néo-calédonien ? C'est très contesté. L'accord de Nouméa, donc qui est dans la Constitution, donc 1998, reconnaît donc un peuple kanak. Alors que, comme vous le savez, en France, il n'y a qu'un peuple français. Il n'y a pas de peuple corse juridiquement. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la Corse. Voilà, il y a un peuple kanak. Bon, le Premier ministre, quand il était, enfin, il est en ce moment en Nouvelle-Calédonie, mais il était venu il y a quelques mois, avait dit il y a un peuple calédonien. Ça avait été très très critiqué. C'est compliqué, les mots peuple, nation, communauté. Ce qui est sûr, c'est que l'accord de Nouméa, là encore, reconnaît une citoyenneté calédonienne. C'est-à-dire qu'il faut une certaine durée de résidence en Nouvelle-Calédonie pour voter aux élections locales, provinciales et au Congrès. Donc s'il y a une citoyenneté, est-ce qu'il n'y a pas un peuple ? Voilà, bon. Il y a un tel poids derrière ces mots que
c'est pas la peine de créer de nouveaux débats en les employant. Mais enfin, en tout cas... il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort de part et d'autre. Oui, mais aussi de la part des Européens qui sont attachés à la Nouvelle-Calédonie et qui sont depuis plusieurs générations. Ils se sentent français, d'ailleurs ils viennent de voter pour le maintien dans la République, mais ils se sentent calédoniens et parfois l'arrivée d'un grand nombre de métropolitains qui entrent en concurrence avec eux sur les emplois introduit là aussi un clivage. Hein. Donc c'est une société... morcelé, qui cherche son unité, on va dire. Voilà. Alain Chrisnard, vous nous l'avez dit, le Premier ministre est sur place en ce moment, il l'avait promis. Quel est l'enjeu de cette visite ? Je crois que c'est très important d'abord qu'il ait choisi symboliquement d'arriver le lendemain du scrutin. Hein. Ça, c'est quand même... c'est pas simplement un acte de communication, c'est un acte symbole fort. Ça veut dire l'État est présent. Quoi. Et c'est bien ce qu'on a constaté en 1988 avec les accords de Matignon-Oudinot. Mais une présence qui accompagne, pas une présence. Oui, une présence qui accompagne, mais accompagnée. Il n'est pas venu avant le scrutin, la veille du scrutin. C'est peut-être un mot un peu faible, finalement. Moi, je dirais que l'État est un catalyseur, quand même, au sens presque chimique. Hein. On l'a vu en 88, c'est Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur qui ont signé les accords de Matignon, mais enfin, c'est Michel Rocard qui a été l'élément liant et catalyseur. Même chose en 98 aussi, l'État et le gouvernement ont joué un rôle. Et donc là, il y a ce résultat qui est net mais qui est clivant. Tous les dirigeants d'ailleurs qui avaient prôné le maintien dans la République ont dit il faut continuer à discuter avec les autres. Hein. Il n'y a pas eu des cris de victoire en disant voilà c'est fini, on n'en parlera plus, etc. Donc il y a la volonté de discuter et l'État vient dire je suis à votre disposition, mettez-vous autour de la table. Pour organiser le dialogue. Alors se pose la question d'autres référendums puisque l'accord de Nouméa en prévoit la possibilité encore de 2 autres. C'est la possibilité. Hein. C'est-à-dire qu'à la différence du premier qui devait obligatoirement se tenir entre 2014 et 2018 et qui vient d'avoir lieu. Les autres, en 2020 et en 2022, il y a à chaque fois un écart de 2 ans, ne se produiront que si un tiers des membres du Congrès le demandent. Et donc, un tiers des membres du Congrès, ce sera le Congrès d'ailleurs qui sera élu en 2019. Bon, mais enfin, on peut penser que les indépendantistes, surtout avec le résultat qu'ils ont obtenu là, auront un tiers des membres du Congrès. Donc, ça sera à eux, au fond, de décider s'ils veulent reposer la question ou pas. Et donc, il y a 2 hypothèses. Ou bien on se met d'accord sur une nouvelle solution entre la grande autonomie et l'indépendance très partielle, hein, comme il en existe dans le monde. Et à ce moment-là, on ne fera pas de 2e référendum, ou plutôt on en fera un pour approuver la question statutaire qui aura été posée, la nouvelle question, ou alors, en effet, on fera un 2e référendum. Alors là, ça va être assez lancinant, quoi, hein. Est-ce que le taux va monter? S'il monte encore, est-ce qu'on fait le 3e? Et puis après le 3e, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'où l'importance du dialogue, hein, parce qu'on ne va pas passer 4 ans en campagne électorale pour les référendums suivants sans rien faire. Ça serait désastreux, notamment au plan économique. Pour l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est l'une des dernières colonies au monde. Est-ce que le processus de décolonisation peut aboutir sans passer par l'indépendance? Oui, d'ailleurs, la résolution de l'ONU sur les territoires non autonomes, donc on est inscrit sur cette liste pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Polynésie d'ailleurs, prévoit qu'on peut sortir de cette liste de 3 manières. Hein. On peut sortir par une indépendance complète, on peut sortir par une forme d'indépendance liée à un autre État, et on peut sortir par intégration dans un autre territoire, à condition que ce soit par des votes libres. Et c'est d'ailleurs cette raison pour laquelle la France a accepté que des représentants de l'ONU viennent non seulement surveiller le scrutin, mais plusieurs mois auparavant soient associés à l'établissement des listes électorales, qui avait aussi suscité pas mal de débats. Alain Chrisnard, dans le préambule de l'accord de Nouméa, il est écrit le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage et du rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Alors, est-ce que ce partage et ce rééquilibrage ont-ils eu lieu et comment approfondir toujours plus ce destin commun ?
Oui, ce sont les bonnes questions des années à venir. Le partage et le rééquilibrage, ils avancent, mais on vient de loin. C'est-à-dire que le premier bachelier Canaque, c'est en 1962, alors qu'aux Antilles, à l'époque, il y avait déjà des agrégés, des normaliens, des polytechniciens en masse. Et puis, à cette époque aussi, et encore dans les années 70 et au début des années 80, il y avait beaucoup de tribus qui étaient sans eau, sans électricité, avec des routes qui étaient impraticables à la saison des pluies, etc. Voilà, donc il y a eu un effort considérable de formation, d'équipement collectif, de rééquilibrage financier. Il y avait qu'une usine de nickel dans le sud, maintenant il y en a 3, dont une dans le nord. Tout ça avance, mais finalement c'est assez court, et c'est pour ça d'ailleurs que on a prolongé les accords de Matignon par l'accord de Nouméa. On devait faire ce référendum en 98, et on l'a pas fait parce qu'on s'est dit 10 ans c'est court, et on s'est dit 20 ans ça va être beaucoup plus long. Enfin finalement 30 ans ça permet de changer les choses, mais pas complètement les mentalités et l'économie. Donc il reste beaucoup à faire, et le sentiment d'exclusion s'ajoute au sentiment identitaire pour expliquer ce vote très majoritaire de la jeunesse kanak. Oui. Alain Chrisnard, quand on vous entend parler, et quand moi je vous vois, on vous sent très attaché à la Nouvelle-Calédonie. Quel est votre état d'esprit quand vous regardez? Vous êtes confiant pour l'avenir de cet archipel? Oui, enfin les 30 ans rendent confiant. En même temps, l'histoire peut se répéter, sans doute sous d'autres formes, mais la paix reste quand même assez fragile, avec deux communautés dont la vie est quand même profondément différente. On a une communauté européenne qui est, selon le mode occidental et français, très individualiste, et une société kanak qui est une société du groupe, de la famille élargie. Ça avait beaucoup frappé le cardinal Lustiger quand il est allé sur place pour l'anniversaire le 150e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile, que vraiment il y ait deux peuples juxtaposés, quoi. C'est un peu ça. Il faudrait arriver à sortir de cette espèce de coexistence pour l'instant pacifique pour aller vers une plus grande fusion, chacun conservant néanmoins sa manière d'être. On ne va pas transformer les Kanaks en individualistes. D'ailleurs, à ce moment-là, ils vont tous venir dans la ville et les solidarités vont être rompues. Et on ne va pas rendre les Européens adeptes de la coutume. Voilà. Donc, la République peut faire ce lien ? La République peut faire ce lien, la France le fait, d'ailleurs, ne serait-ce que par la langue, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de langues kanak. François Mitterrand, dans sa lettre aux Français en 88, avait eu cette phrase assez forte, il n'y a pas d'autre arbitre que la France. Donc, même les indépendantistes ne sont pas demandeurs d'une rupture avec la France et considèrent que la France devra continuer de jouer un rôle. Ce qui fait d'ailleurs que le problème calédonien, c'est au moins autant le rapport des communautés que le rapport avec la France. Alain Chrisnard, vous êtes ce matin le grand invité de la matinale RCF. On vous a invité pour parler de la Nouvelle-Calédonie, mais vous êtes aussi, depuis 2016, le président de la Commission nationale d'expertise contre la pédophilie, une commission nommée par les évêques de France, les évêques qui sont réunis actuellement à Lourdes pour leur assemblée d'automne. Samedi, ils ont reçu des victimes de crimes pédophiles au sein de l'Église catholique. On est à un tournant dans la façon dont l'Église catholique en France assume ces crimes. La commission n'a pas été nommée par les évêques, c'est moi qui ai été nommé. Et c'est vous qui avez composé la commission. Oui, c'est ça, parce qu'il manque dans le mot indépendante, commission nationale indépendante. Donc ça, c'est un point auquel je tiens. Bon, c'est une commission qui a un rôle qui est limité, mais qui en même temps est très utile. Elle n'intervient que dans les cas de prêtres pour lesquels il y a déjà eu une décision de justice, que ce soit une condamnation ou un non-lieu. Et donc, à la demande des évêques, une fois que la justice est passée, elle dit, au vu du dossier, il y a des médecins, beaucoup dans cette commission, et des magistrats, compte tenu des risques qu'on apprécie, voilà ce que vous pouvez faire. Alors, la réponse à votre question, c'est, je crois qu'en effet, maintenant, le dispositif des évêques est complet, pour le présent et pour l'avenir, avec des sujets très importants, la formation des séminaristes, la prise de conscience, au fond, de ce que les agressions sexuelles contre des mineurs, ce sont des fautes morales. Ça a été longtemps admis, mais les choses étaient cachées
au sein de l'Église. Deuxième prise de conscience à partir des années 2000, c'est une faute pénale et donc il faut saisir la justice. Mais il manquait un troisième temps qui est, c'est aussi une forme de maladie, enfin ce que les psychiatres appellent une paraphilie. Et donc même quand la justice est passée, il faut prendre des précautions parce que sinon on peut avoir des récidives. Alors le problème c'est le passé. Hein. D'ailleurs les cas que nous traitons sont des cas qui sont passés. Alors est-ce qu'il faut rouvrir tous les dossiers? Voilà. Donc c'est un autre travail en tout cas. C'est pas un travail que cette commission pourrait faire. Alors jusqu'où va-t-on? Est-ce qu'il faut publier le nom de prêtres qui sont décédés? Voilà, quel est le droit à l'oubli? Il y a en tout cas le droit des victimes à être reconnu et je crois que c'est la prise de conscience la plus évidente de la dernière assemblée. Merci beaucoup Alain Christnart d'être venu ce matin nous parler de la Nouvelle-Calédonie et puis aussi faire cette conclusion sur la question de la pédophilie et du rapport de l'Église catholique à ces prêtres pédophiles. Merci beaucoup à vous. Merci et à vous. Belle journée et on peut retrouver cet entretien en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci.